Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, appelez-le Monsieur Prof, un enseignant d'anglais qui amuse ses élèves et ses abonnés sur TikTok, notre influenceur éducation. Évidemment, ce sera dans notre focus. Il a une idée derrière la tech, c'est Guillaume Gralet. Guillaume, aujourd'hui avec toi, on va voir que les IA conversationnelles ont plus d'un tour dans leur sac et qu'elles pourraient même être européennes ou françaises, dis donc. Oui, il y a des super initiatives qui sont assez géniales, qui sont nées de l'imagination de chercheurs français et qui veulent vraiment mettre au point des robots conversationnels, des modèles de langue ouverts et participatifs. ChatGPT pourrait-il être européen ou aurait-il pu être européen? On va en parler avec toi notamment et avec nos invités aujourd'hui parce que c'est notre question du jour. C'est une intelligence artificielle conversationnelle qui fait beaucoup parler d'elle. ChatGPT, développé par la start-up californienne OpenAI, est devenu en quelques mois l'anti-sèche des élèves et la bête noire des profs. Alors que les écoles l'interdisent à tour de bras, certains établissements et chercheurs proposent d'y réfléchir autrement. On va revenir au b.a.-ba de cette IA avec nos invités. Camille Bedin, vous êtes la directrice générale adjointe d'Academia. Bonjour à vous. Bonjour. Et Claire Mathieu, directrice de recherche en informatique au CNRS. Vous êtes une experte des algorithmes. Vous allez essayer de nous aider à essayer d'y voir un peu plus clair d'ailleurs en matière d'algorithmes. Bonjour à vous. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Quand TikTok booste votre niveau d'anglais, démonstration avec Monsieur Prof, ses cours cartonnent auprès de ses 230 000 followers. Do you speak English? Monsieur Prof English. Xavier Terrade l'a testé pour nous. You better watch out. You better watch out. You better not cry. You better not cry. Vous avez des difficultés en anglais? Pas de souci, Monsieur Prof est là pour vous aider. Washed. Washed. Remarquez que ici, parce que le son c'est T, c'est jamais washed. On a vu que c'est la règle de te, washed. Qui aurait dit honnêtement washed aujourd'hui, avant ce cours, qui aurait dit washed? Un professeur qui est bien placé puisqu'il a la double nationalité. Entre l'Angleterre et la France, son cœur balance. Où est-ce que je préfère? La plus belle? Je préfère les anglaises ou les françaises. Sur TikTok, Monsieur Prof a plus de 230 000 abonnés qui suivent ses cours d'anglais, mais aussi sa passion pour le rugby et plus précisément le Stade Toulousain, qui s'invite même parfois en classe. So take out your school diaries for Monday. Write a summary about le Stade contre le Racing, 21h samedi soir. J'espère que vous allez tous regarder le match. Voilà. Est-ce que quoi? Est-ce qu'on est obligé de regarder le match? Yes. Monsieur Prof est souvent très drôle, alternant le look costume-cravate et panoplie de super-héros. Mais il sait aussi se montrer très sérieux quand il s'agit de parler de santé mentale. Si vous avez un souci, un problème, parlez-en avec vos parents, vos amis, vos professeurs. Ne vous sentez jamais seul, parce qu'on est là. On est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner. Faites pas comme si rien n'était, parce que on ne sait pas, nous, ce que vous ressentez à l'intérieur. Si vous n'êtes pas bien un jour, il faut le dire, sinon on va exploser. Un professeur au grand cœur, également suivi sur Instagram par 5000 followers. Des profs d'anglais comme on les aime. Camille Bedin, je le rappelle, vous êtes la directrice générale adjointe d'Academia, un des leaders du soutien scolaire notamment. C'est important d'avoir des relais justement de profs, d'influenceurs pédagogiques qui permettent de pouvoir creuser des notions, les approfondir, se dire que finalement on n'est jamais seul face à un cours. On n'est jamais seul face à un cours, on n'est jamais seul face aux apprentissages et par rapport à notre sujet du jour, ChatGPT, on n'est jamais seul face à la technologie. Et ce monsieur prof, nous on en a 15 000 à 20 000 chez Academia, des monsieur profs en espérant qu'ils sont tous aussi pédagogues, nous montre lui vraiment la valeur ajoutée de ce qu'est l'humain.
dans l'apprentissage. Et si on n'a pas des monsieur profs, on peut avoir toute l'intelligence artificielle du monde, on n'y arrivera pas. Ben justement, on va essayer de remettre un peu d'humain dans ces IA conversationnelles. On revient au b.a.-ba de l'intelligence artificielle tout de suite avec vous-même, avec Claire Mathieu et avec Guillaume Gralet. C'est la première partie du talk. Et pour soulever le capot des algorithmes et aussi des IA conversationnelles, Camille Bedin, donc directrice générale adjointe d'Academia, est avec nous. Claire Mathieu, directrice de recherche en informatique au CNRS, spécialiste des algorithmes. Et évidemment, docteur Guillaume Gralet. Je ne saurais te lancer autrement parce que je voudrais d'abord qu'on fasse un arrêt sur image. Quand on parle de ChatGPT, d'IA conversationnelle, on parle de quoi exactement, Guillaume ? En réalité, c'est quelqu'un c'est une machine à donner de la répartie, qui peut, lorsque vous posez une question, de faire une dissertation dans un style précis, de corriger du code, d'avoir pas mal d'imagination, même de résoudre certains problèmes mathématiques, pas tous. Eh bien, c'est une machine qui a toujours une réponse. C'est un logiciel qui a été rendu accessible le 30 novembre et qui, en un temps record, en une semaine, a gagné 1 million d'utilisateurs dans le monde entier. Donc, pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, c'est totalement gratuit. Ça fonctionne dans une demi-douzaine de langues, ça fonctionne en français. Ça pose quand même quelques problèmes, très rapidement, on en parlera tout à l'heure, mais ça ne donne pas véritablement ses sources. Ça peut poser aussi des problèmes de droit d'auteur, mais c'est quand même assez bluffant et c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé par les élèves et ça fait peur à certains établissements scolaires. ChatGPT en franglais, ChatGPT en anglais, un produit donc de la société OpenAI, dont Elon Musk est aussi un des actionnaires, faut-il le rappeler. Claire Mathieu, je le rappelle, vous avez occupé la chaire d'informatique et sciences numériques au Collège de France jusqu'en 2018. Vous avez ensuite rejoint l'Académie des sciences. Vous connaissez tout des algorithmes. Guillaume, il a tout bon sur sa définition ? Oh oui, je pense que on peut dire que derrière cet outil de conversation, il y a eu un programme qui a passé énormément de temps à digérer des documents trouvés sur Internet, énormément de documents, de la littérature également. Et à partir de toutes ces lectures, il a pu apprendre la langue française, la langue anglaise, des notions, quels mots vont ensemble. Et en combinant les mots, leur contexte, pour faire des groupes de mots, des phrases, des paragraphes, en regardant quels mots sont importants pour le sens et quels mots sont liés à quel autre, ça lui permet ensuite de générer des phrases qui donnent l'impression d'avoir été écrites par quelqu'un qui comprend ce qu'il raconte. Ça veut dire quoi quand vous dites « on a l'impression qu'il génère des phrases » de quelqu'un qui comprend ce qu'il raconte. Je l'ai lu dans une interview, donc je vous cite directement parce que cette punchline est formidable. Ça veut dire que si ChatGPT était un être humain, ce serait un menteur pathologique, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que, en fait, pour ChatGPT, il n'y a pas de notion de vrai ou de faux. Il y a juste, dans les documents qu'il a lus, quels mots sont suivis par quels mots. Donc vous commencez une phrase, il termine une phrase de manière probabiliste, c'est pas toujours de la même façon qu'il termine, mais en regardant le plus probable par rapport à tous les documents qu'il a à gérer, indépendamment du fait que ça ait un sens, enfin que ce soit vrai ou pas. Donc la notion de vrai ou faux, pour lui, ça veut rien dire. Et donc il peut mentir en étant légèrement guidé, il peut mentir sans aucun problème, puisque pour lui, il n'y a pas de différence. Guillaume. Oui, non, c'est très très riche. Effectivement, il donne l'impression, on a vraiment l'impression d'avoir une personne intelligente qui comprend ce que vous dites, qui peut donner aussi des signes d'empathie. J'aime bien aussi la définition qui est totalement complémentaire, qui est celle d'être un perroquet stochastique, c'est-à-dire qui va répondre tout ce qu'on lui a dit, de la manière dont on l'aura guidé, avec une modération aussi extrêmement précautionneuse, de manière aléatoire, pour donner l'impression, grâce à plusieurs modèles d'apprentissage par renforcement, d'avoir une conversation soutenue. C'est assez impressionnant en réalité. Mais encore une fois, ChatGPT, donc sous sa forme conversationnelle et cette forme d'intelligence artificielle-là, ne fait que ce qu'on lui demande. Plus on va le nourrir avec des données et enrichir la façon dont tu vas pouvoir combiner et mixer ces données-là, plus il va nous donner l'impression d'être fluide, c'est bien ça ? Oui, c'est vrai. Il apprend en discutant avec nous. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est qu'il s'adapte en temps réel, au fil de la conversation, à la façon dont on s'adresse à lui. On peut lui apporter des informations, on peut lui poser des questions plus ou moins précises.
on peut lui parler, si on lui parle poliment, il nous répond poliment. Si on lui parle avec brusquerie, il apprend à nous répondre de manière également assez brusque. Ouais, donc finalement, c'est un bon élève. ChatGPT. Pardon. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon élève? Non. Non. Ok. Non, il est bon pour... c'est un perroquet, un bon perroquet. Ouais. C'est pas ma définition d'un bon élève. Justement, ça c'est intéressant parce que Camille, encore une fois, vous avez signé une tribune, Academia a signé une tribune avec quelqu'un qu'on connaît bien ici dans l'école du futur, Svenja Busson, pour European Tech Alliance, pour dire qu'à un moment où beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur et d'institutions aussi, on l'a vu avec la ville de New York début janvier, prennent la décision d'interdire l'utilisation de ChatGPT dans leurs amphis ou dans leurs écoles, vous dites finalement, il faut peut-être essayer de réfléchir. Attendons, on ne veut pas non plus un moratoire sur l'utilisation d'un tel outil, mais peut-être que le monde de l'éducation ferait bien d'abord d'apprendre un petit peu plus de ces outils-là. Oui, bien sûr. Surtout ce qu'on pense, qu'on croit fondamentalement, et avec Svenja également, et je crois à beaucoup de monde, c'est que ChatGPT est dans la continuité de ce à quoi on assiste, le tsunami numérique dont parle souvent Manuel Davydenko, par exemple. En fait, on a les anti-sèches, déjà, ça a toujours existé. Ouais. On a la calculatrice, il a fallu... Bon, c'est pas parce qu'on a la calculatrice qu'on a arrêté d'apprendre à calculer, simplement on l'a fait différemment. Ensuite, on a eu Wikipédia, on a Google, maintenant on a l'intelligence artificielle. Il faut évidemment vivre avec, se fermer de ça, c'est se couper du monde, et on ne peut pas apprendre à nos enfants à les faire grandir en étant coupés du monde. Par contre, c'est un outil, et c'est rien de plus ni de moins qu'un outil. Il faut en faire le bon usage, comme de tout type d'outils. Et ça, par contre, ça nous challenge énormément, ça nous apprend, ça doit apprendre aussi aux élèves à travailler différemment, et aux enseignants, bien sûr, à apprendre et à faire cours complètement différemment. C'est sur ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Sciences Po, notamment Paris, pour ne pas les citer, a interdit purement et simplement l'utilisation de ChatGPT dans ses amphis après plusieurs affaires de triche répétées par ses étudiants et ses étudiantes. Bannir ChatGPT de l'école, Claire, c'est peine perdue ou c'est contre-productif? Je serais hésitante vis-à-vis de cela. Ou en tout cas, si c'était le cas, je pense que ça ne pourrait être que temporaire, parce que de toute façon, quand la technologie existe, elle va être utilisée. J'aime l'analogie avec la calculatrice. Pendant un temps, les calculatrices étaient interdites. Et puis, il y a une évolution des valeurs. C'est-à-dire qu'autrefois, par exemple, être bon en calcul mental, c'était très important. Maintenant, tout le monde s'en fiche, pourvu qu'on connaisse sa table de multiplication. Il n'y a pas besoin de savoir faire rapidement de tête des multiplications de grands nombres. Eh bien, peut-être que ces compétences que ChatGPT apporte, qui actuellement sont très valorisées à l'école, par exemple, un esprit de synthèse qui vous donne la capacité de prendre quelques documents et d'en faire une synthèse brève, un résumé, qui a du sens très rapidement. Ce genre de choses, c'est l'un des points forts de ChatGPT. Et peut-être que, de la même manière que la calculatrice a déplacé les choses qu'on demande aux élèves, peut-être que ChatGPT va transformer le genre de choses qu'on demande que les élèves et étudiants acquièrent. Oui. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous interroge aussi sur la façon dont on fait travailler ces outils d'intelligence artificielle. On a été plusieurs ici à s'amuser, à essayer de composer des articles, des poésies, des pièces de théâtre, des chansons, en renseignant ChatGPT avec quelques données. Si typiquement un prof de français dit « Ok, aujourd'hui on va essayer d'écrire un poème façon Arthur Rimbaud », encore faut-il s'interroger sur le vocabulaire, les tournures de phrases qu'un Arthur Rimbaud aurait utilisées pour pouvoir justement composer ces poèmes. Et dans ces cas-là, réfléchir à comment on va renseigner ChatGPT. Bien sûr, et c'est en ça que ça doit être utilisé en classe et en dehors de la classe par les enseignants et par les élèves. C'est un outil pédagogique. Vous prenez cet exemple-là, on pourrait très bien demander, bien sûr, non seulement de composer avec l'outil un poème, ce que vous avez dit, on peut aussi demander aux élèves d'analyser le poème, le résultat. Est-ce que c'est un poème classique? Quelles sont les erreurs? Qu'est-ce qu'ils auraient fait différemment? Et c'est en cela que les compétences sont importantes. Notre cerveau, il a évolué
tout au long de l'histoire. C'est l'histoire de l'humanité, l'évolution de nos cerveaux. Aujourd'hui, par exemple, la fonction GPS a disparu de notre cerveau parce qu'on a des Waze et des GPS partout. Eh bien, on en crée des nouvelles. Quelles sont les nouvelles cases de notre cerveau, pardon de parler comme ça, que nous allons créer avec ChatGPT? Évidemment, l'esprit critique, l'esprit d'analyse, la créativité, la capacité à gérer ses émotions, tout ça, et à être un être humain. On est convaincu, je pense, que l'humain va au contraire reprendre toute sa place avec ChatGPT et que c'est une chance. Je dis ça de façon un peu provoque, mais c'est une chance pour les enseignants de reprendre leur place de tuteurs, de mentors face à un outil et à eux d'apprendre à leurs élèves à dompter la machine. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce débat, justement, ChatGPT versus monde de l'éducation, on a un peu l'impression, Guillaume, d'assister à un débat qu'on a eu, notamment avec d'autres formes d'intelligence artificielle. À un moment où on se disait que l'intelligence artificielle allait tuer nos emplois, allait mettre fin, justement, à énormément de métiers tels qu'on les connaît aujourd'hui. Finalement, non, on se dit que c'est un éternel recommencement. Le fait de pouvoir déléguer certaines tâches, les automatiser, grâce à des intelligences artificielles, nous permet de nous recentrer sur l'humain. Oui, c'est-à-dire de pouvoir se débarrasser, entre guillemets, de sous-traiter des tâches répétitives. La véritable attention qu'on devra avoir, je pense, c'est effectivement de ne pas trop sous-traiter. C'est-à-dire, effectivement, on avait fait des études sur l'hippocampe des chauffeurs de taxi londoniens avec l'utilisation de Waze, et cet hippocampe était réduit parce qu'on faisait moins appel à la mémoire de l'itinéraire. C'est que l'homme reste véritablement maître de son destin et ne se dise pas j'ai plus rien à faire et je sous-traite tout, en fait. On ne peut pas déléguer sa prise de décision à une intelligence artificielle. Non, on peut se faire aider. Non. Ça, c'est contre... ça n'est pas éthique de laisser un outil artificiel, automatique, prendre des décisions qui ont des impacts sur les humains. Mais est-ce qu'on n'a pas trop non plus poussé en avant ce haro contre l'outil, haro contre l'IA, quand on sent que l'outil nous échappe ou la technologie nous dépasse un peu, on a tendance à vouloir la limiter, on a tendance à vouloir la réguler. Est-ce que finalement, on devrait faire preuve d'humilité et se dire non, il faut continuer à apprendre machine et humain, main dans la main, ou clic dans la main, je ne sais pas comment le dire. C'est clair qu'il y a des risques, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi des usages qui sont évidents et même immédiats. Moi, je pense par exemple au test de Turing. Donc le test pour l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on peut faire la conversation et distinguer le fait qu'on dialogue avec un humain ou avec une machine. Eh bien, dès maintenant, avec ChatGPT, vous pouvez faire un petit exercice en binôme où vous avez quelqu'un qui discute en parallèle avec, d'un côté de ChatGPT, d'autre part, un autre élève ou étudiant, et il faut qu'il distingue entre les deux. Est-ce facile ou difficile? Et s'il n'y arrive pas, eh bien, qu'est-ce que l'intelligence? Est-ce que ChatGPT est intelligent? Et donc, ça peut donner un début de réflexion sur la nature de l'intelligence. Ça change un petit peu les éléments qui nourrissent cette réflexion. Donc ça, c'est une chose. Et puis, l'esprit critique. La lutte contre les fake news. Dans n'importe quel sujet d'école, on peut donner comme devoir, en histoire, en géographie, en sciences, en maths, parler de ce sujet à ChatGPT et voyez s'il est facile de lui faire dire quelque chose de plausible, mais de totalement faux. Et vous allez voir, vous cherchez n'importe quel sujet, en cherchant un petit peu, c'est facile. Moi, je l'ai fait avec les maths. Ouais. Je lui ai demandé 777 x 7. Il m'a donné une réponse fausse. Je lui ai demandé quelle est la méthode pour faire ça. Il m'a donné une méthode juste. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me montrer pas à pas comment tu as fait? Il a commencé à m'expliquer, avec toujours une grande confiance en lui. Et en fait, c'était totalement faux à la fin. L'addition était fausse. Mais il y avait une apparence de plausibilité quand on ne comprenait pas le contenu. Et donc, je pense que ça, c'est un exercice très intéressant à faire qui peut se faire dans n'importe quelle discipline scolaire et qui peut permettre de comprendre ce que c'est que des fake news et avec quelle facilité on peut se faire avoir si on ne connaît pas le domaine. Donc c'est très intéressant cet exemple parce qu'on le redit, ça veut dire que ChatGPT peut finalement être une aide à l'apprentissage de l'esprit critique, de la créativité, de l'outil d'analyse, de l'identification d'erreurs.
Qu'est-ce que ChatGPT peut nous apporter d'autre, peut nous aider à identifier d'autres? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a aussi l'oral. On peut débattre, on peut argumenter, on peut faire ce qui se fait beaucoup aux États-Unis ou dans des pays nordiques, apprendre à prendre la parole en cours. On peut faire cours complètement différemment. C'est-à-dire que maintenant, le savoir existe partout. C'est ce qu'on commodity, un savoir de base, ça existe. Maintenant, comment on s'en sert? Donc, le savoir à la maison et comment on s'en sert? Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce que ça nous apporte? Débattre pour, contre, fake news, pas fake news. Ça, le faire en cours. Svenia serait là, elle vous parlerait des pyramides d'apprentissage. Oui, vous savez, elle le fait régulièrement. Elle le fait régulièrement. On retient 90% de ce qu'on met en pratique, de ce qu'on expérimente. Donc c'est ça que l'école doit apprendre à faire. Maintenant, un risque quand même majeur. Maintenant qu'on est très optimiste sur l'outil, il y a un risque qu'on voit quand même très fortement, c'est l'absence d'effort que cet outil induit. Et ça, je pense que c'est ce sur quoi on doit lutter et travailler fort. Si tout est facile, si on pose une question, on a une réponse, comment on peut apprendre à nos enfants le goût de l'effort et le goût de la motivation pour aller plus loin? Je pense que ça, c'est un sujet majeur que nous pose ChatGPT. Et on va revenir justement sur cette apparence de facilité donnée par ces outils d'intelligence artificielle conversationnelle. On va aussi détecter, ou plutôt mettre au point des IA pour détecter les autres IA. On continue à le faire avec Camille Bedin, avec Claire Mathieu et avec Guillaume Gralet. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap d'une intelligence humaine, Édouard Degnaud. Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Camille Bedin pour Academia et de Claire Mathieu pour le CNRS. Et surtout, soulever le capot des algorithmes, puisque vous en êtes une des meilleures expertes dans ce pays, et pas que. Dans un instant, on reprend justement notre conversation sur les IA conversationnelles. Vous allez tout comprendre. Mais d'abord, Guillaume Gralet a une idée derrière la tech. Et Guillaume, évidemment, tu continues à nous parler de ChatGPT. Jusque-là, tout va bien, oui, mais si ChatGPT était français ou européen, ça changerait la donne? Ça changerait la donne parce qu'effectivement, on s'en sert beaucoup en France, on s'en sert en Europe, mais pour l'instant, l'outil, tu l'as dit tout à l'heure Marjorie, est américain. Il est né de l'imagination des chercheurs d'OpenAI qui étaient
co-créés par Elon Musk, par Peter Thiel, Sam Altman notamment, Reid Hoffman également, qui fait partie des investisseurs. On a des projets, on va en parler, qui sont nés de chercheurs français très intéressants, de sciences ouvertes et participatives. Ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est de regarder en creux quels sont les manques d'OpenAI et quels sont les autres outils qui permettent de corriger ces manques. Et certains manques, eh bien, c'est le fait que OpenAI, notamment ChatGPT, ne cite pas ses sources. En réalité, ChatGPT ne s'inspire pas de l'histoire immédiate puisqu'il explique que les 500 milliards de textes quand même qu'il inspire remontent au plus tard à 2021 et il n'est pas connecté à Internet. Et il y a un outil que je trouve très intéressant qui s'appelle Perplexity.ai qui lui va citer ses sources. On aura un peu l'impression de discuter avec Wikipédia. Wikipédia cite très bien ses sources et là ça va corriger un des manques de ChatGPT, on a accès aux sources. Ça me laisse perplexe. Il y a aussi des modèles visuels sur lesquels on peut s'appuyer. Oui, c'est-à-dire qu'on peut trouver que ChatGPT est un petit peu ennuyeux. On a uniquement du texte qui va apparaître à l'écran. On a vraiment l'impression que quelqu'un écrit son texte en direct. Mais bon, voilà, il y a d'autres modèles plus visuels qui font partie de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, qui était une des grandes tendances de 2022. Et il y a notamment un outil qui s'appelle Stability AI, qu'on peut utiliser de manière très facile en lui suggérant un petit prompt, c'est-à-dire une phrase. Et là, on va avoir des images qui vont apparaître à l'écran. Le problème, il y a quand même un problème cette fois-ci aussi, c'est que Stability est accusé par plusieurs entreprises comme Getty Images de pomper dans les visuels, de pomper dans les photos de Getty pour nourrir son moteur. C'est un petit peu problématique. Et il y a un autre outil à suivre très visuel qui a été, lui, inventé par Meta, la maison mère de Facebook, qui s'appelle Make a Video, c'est-à-dire qu'il va créer des clips vidéo à travers quelques phrases. Et là aussi, ça promet d'être assez waouh, assez visuel. J'ouvre une parenthèse notamment avec vous, Claire Mathieu, encore une fois, c'est la sempiternelle question de la bataille du droit versus les données qu'on donne justement à manger, j'allais dire, avec lesquelles on alimente ces outils d'intelligence artificielle pour les faire apprendre. Oui, c'est une difficulté. Lorsque ChatGPT, par exemple, apprend à partir d'une quantité énorme de documents, pour chacune des réponses qu'il nous donne, il utilise les connaissances acquises par ces documents, mais à quel document peut-on donner la paternité de la réponse qu'il nous donne? Eh bien ça, c'est difficile, on ne peut pas. Donc il refuse de la tracer, mais en fait même c'est structurellement difficile puisqu'il les combine pour en faire une espèce de moyenne. D'ailleurs, c'est pour ça que les textes ont souvent une apparence assez banale. Ouais. C'est que c'est une sorte de moyenne de tous les documents qu'il a lus. Et donc ça crée une vraie difficulté pour savoir à qui on donne la paternité de telle ou telle contribution, entre guillemets, de ChatGPT. Et ça va être encore plus compliqué quand on va s'apercevoir que ces applications d'intelligence artificielle peuvent nous aider à réécrire l'histoire. Oui, à réécrire l'histoire, c'est-à-dire que quoi de mieux que d'avoir l'impression de parler avec Albert Einstein, Cléopâtre ou encore Nikola Tesla. C'est ce que veut faire le modèle Historical Figures. C'est une application qui est accessible à tous. Ça marche bien, c'est très sympa, ça nous permet de nous replonger dans le passé, mais il y a eu là aussi quelques bugs. Cette application a notamment fait parler des avatars de personnalités nazies, donc c'était quand même un tout petit peu dérangeant. Moi, je préfère l'outil palette.fm qui va, lui, redonner des couleurs à certaines scènes historiques. Et les bonnes couleurs, s'il en est. Cette histoire de l'IA, elle est en train de s'écrire au moment même où on parle. Est-ce qu'elle ne saurait s'écrire sans l'Europe? Oui, alors c'est là, effectivement, où il y a cette initiative que je trouve très intéressante, qui s'appelle Big Science, et notamment qui veut permettre aux chercheurs du monde entier d'écrire, de participer à un autre modèle de langue qui s'appelle Bloom. Bloom s'appuie sur les travaux du supercalculateur Jean Zé. On est à Orsay, on est en plein sur le plateau de Saclay. On voit bien qu'on a un savoir-faire français qu'on peut utiliser, avec notamment un appel à projet auquel ont participé des chercheurs de Stanford, de Harvard. C'est un véritable modèle de sciences ouvertes et participatives, explique François Yvon, qui est chercheur lui aussi en partie au CNRS ou encore à l'université Paris-Saclay. J'ai envie de réagir un tout petit peu aux propos de Claire qui m'ont vraiment passionné tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de réponses un peu moyennes, on voit naître, c'est Jean-Claude Ganassia et Jean-Gabriel Ganassia. Jean-Gabriel, c'est très important, qui explique ça, un robotiquement correct. C'est-à-dire qu'en fait,
à force de vouloir éviter les dérapages, comme on a eu avec Tai, un autre robot conversationnel de Microsoft, on peut aboutir à des réponses un peu moyennes. Et ça sera peut-être un autre danger à éviter à l'avenir. Alors, je me permets de redonner du contexte sur Tai, qui était en effet un robot conversationnel édité par Microsoft en 2016, lancé sur Twitter. Et ben, finalement, elle a tellement bien appris des données qu'on lui soumettait, qui étaient des conversations sur Twitter. Elle a tellement appris des tweet clash qu'elle s'est mise à insulter notamment des policiers britanniques, mais pas que. Donc finalement, on peut dire encore une fois que c'était une IA qui avait plutôt bien appris du modèle qu'on lui avait donné, encore une fois, avec laquelle on l'avait renseigné. Mais ça s'est mal terminé pour elle, puisqu'elle a été débranchée par les scientifiques qui l'animaient justement. Oui, tout à fait. Moi, je suis très heureuse que les chercheurs français soient aussi actifs dans ce domaine. Nous avons des chercheurs extrêmement brillants. Nous avons une excellente école de formation en mathématiques. Donc, nous formons des jeunes scientifiques qui ont un niveau absolument incroyable en maths. Nous avons d'excellents informaticiens. Donc, il y a le vivier est là. Et après, il faut donner les conditions de travail de façon à permettre à ces chercheurs de déployer leurs talents dans le cadre d'organismes de recherche comme le CNRS et l'INRIA ou d'universités. On a vu, notamment il y a quelques années, une dizaine d'années, ça a commencé à ce moment-là, une fuite des cerveaux en IA et des chercheurs et des grands noms de l'IA européenne ou française partir travailler pour des plateformes. Yann Lequin, pour ne pas le citer, qui est aujourd'hui le directeur du laboratoire de recherche IA de Meta, anciennement Facebook. Luc Julia, qui était parti, là aussi le père de Siri, d'ailleurs français s'il en est, était parti travailler pour Samsung. Il est revenu en Europe pour travailler désormais pour Renault. Preuve que, encore une fois, ces questions d'intelligence artificielle embarquent littéralement toutes les industries et tous les secteurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable, selon vous, Claire et Camille, aussi de garantir aux chercheurs et aux chercheuses de meilleure qualité, justement, pour pouvoir mettre leur travail, l'appliquer et réussir à faire que leur recherche passe la barrière du brevet et du produit? Alors, en ce qui concerne le fait de passer la barrière du brevet, là, je ne suis pas compétente pour en parler, mais ce qu'on voit au début dans la partie recherche fondamentale, c'est que ces idées qui apparaissent, souvent, elles ne peuvent pas être planifiées à l'avance. L'idée du transformer qui a mené aux outils comme ChatGPT, ça vient d'une équipe de Google Brain au départ. 2017, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'est les chercheurs qui, par leur connaissance de la discipline et leur collaboration les uns avec les autres, arrivent à aller dans toutes sortes de directions. Et parmi celles-là, il va se trouver qu'il y aura des idées qui vont plus tard mener à des outils extraordinaires. Mais pour ça, il y a un côté, heureusement ou malheureusement, qui est un peu... on ne peut pas donner la responsabilité de cette planification en dehors du monde de la recherche. Ça vient vraiment des chercheurs et d'une manière un peu imprévisible. Il faut que la recherche continue à donner l'impulsion, si on vous entend bien. Il faut que les sujets de recherche, qu'il y ait une part de liberté donnée aux chercheurs pour qu'ils puissent utiliser cette liberté pour développer leur discipline dans les directions, les pistes où ils ont l'intuition qu'il y a quelque chose à creuser. Camille, comment est-ce qu'on peut garantir justement aux Claire Mathieu de demain, qui aujourd'hui voudraient embrasser justement des professions scientifiques, être scientifique et notamment experte en data et en algorithmie et en IA, comment est-ce qu'on peut leur garantir justement le fait de pouvoir établir une carrière? Alors sous forme de boutade, j'allais déjà te dire qu'il faut commencer par ne pas interdire ChatGPT à l'école. Alors évidemment, apprendre à vivre avec ces outils, apprendre l'algorithmie, apprendre les mathématiques, apprendre les sciences et les sciences exactes dès le plus jeune âge, l'esprit d'innovation également. Et puis ça, c'est le premier point, c'est essentiel et on y revient en France. Je pense que c'est très important, c'est fondamental. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment que les chercheurs puissent collaborer avec le secteur public, avec le secteur privé. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, en travaillant avec des chercheurs, des spécialistes de EdTech, par exemple,
pour se servir de nos 100 000 élèves, pour pouvoir innover et, au bénéfice de ces élèves-là, proposer des nouvelles solutions et être l'aboutissement de leurs recherches expérimentées. Voilà, je trouve qu'en France, on peut s'inspirer là-dessus de modèles qui réussissent avec tout l'univers intellectuel et scientifique et universitaire qu'on a et qui est précieux, et en même temps travailler plus les uns avec les autres. Ça, c'est un message qu'on porte beaucoup. Allez, on va continuer à s'inspirer et justement à créer avec les outils d'intelligence artificielle. ChatGPT versus éducation, on refait le match dans la deuxième partie du talk. Et on refait ce match, notamment parce qu'aujourd'hui, on voit débarquer sur le marché des IA conversationnelles, des intelligences artificielles pour débusquer les premières. Vous allez voir, c'est un petit peu de l'inception d'outils conversationnels. Le premier, c'est OpenAI à l'avoir annoncé directement en disant, voilà, on est en train de mettre au point en open source un outil, une IA, pour détecter l'utilisation de notre propre outil, ChatGPT, justement. L'idée, c'est de pouvoir vous donner la possibilité de détecter si un texte ou une image a été rédigée à partir ou composée à partir d'une intelligence artificielle ou d'un humain. ChatGPT et OpenAI précisent d'ailleurs eux-mêmes que l'outil n'est pas entièrement fiable, mais en tout cas qu'il peut être amélioré grâce à son utilisation en open source. Il y a également l'université de Stanford, le même jour, qui a fait cette annonce-là aussi. Lancement de DetectGPT, un détecteur pour contrer ChatGPT. Ça commence à devenir vraiment un match absolu. Résultat, des 5 chercheurs qui se sont mobilisés pour pouvoir mettre cet outil au point, une fiabilité de 95%. Ça veut dire quoi, Claire Mathieu, qu'on ne peut pas garantir le 100% en matière de détection d'intelligence artificielle ? Alors d'abord, une fiabilité de 95%, ça veut dire que si vous avez un amphi avec 100 étudiants, il y en aura 5 qui peut-être seront accusés de tricherie et qui en fait sont tout à fait innocents. Donc, dommage pour eux. Donc c'est 95%, c'est pas suffisant pour agir. C'est suffisant pour donner un drapeau, attention, mais c'est pas suffisant pour prendre des sanctions, par exemple. On est très loin. Donc il faut faire attention justement à la fiabilité des outils qu'on met sur le marché. Oui. Non, mais je pense que ces outils peuvent être utiles parce qu'ils peuvent pointer dans des directions et puis ils peuvent aussi permettre de repérer de caractériser la banalité, pour ainsi dire. Par exemple, moi, je peux vous dire un texte standard de ChatGPT, ça fait 5 paragraphes. Le premier, c'est l'introduction. Le dernier, c'est la conclusion qui récapitule. Les 3 paragraphes du milieu apportent des éléments à la thèse centrale qui a été énoncée dans l'introduction. Chaque paragraphe, c'est 5 phrases. La première phrase donne l'élément. Les 3 phrases suivantes donnent chacune un exemple. Et la dernière phrase du paragraphe résume le paragraphe. Ça, c'est la structure standard qu'aux États-Unis, on apprend au collège quand on rédige une rédaction, quand on fait une rédaction. Et c'est cette structure qui est prise par défaut par ChatGPT. Donc ça, quand on a 30 copies et qu'il y en a 10 qui sont comme ça, les exemples peuvent être différents, mais on voit bien la similarité. Donc actuellement, au jour d'aujourd'hui, avec un peu d'entraînement, c'est facile de voir ce format type. Mais bien évidemment, ChatGPT et les autres outils conversationnels vont évoluer pour apporter plus de diversité. Actuellement, ça donne d'ailleurs un exercice qui peut être, à mon avis, très intéressant en français, c'est de demander aux élèves de comparer un premier chapitre de livre de la littérature avec un début d'histoire de ChatGPT qui parlerait de la même chose. Regardez la première phrase. Et vous pouvez voir que nos grands écrivains, ils ont des premières phrases originales, percutantes, qui donnent envie de voir la suite. Alors que ChatGPT, c'est une phrase qui informe, mais qui est banale. Vraiment pas intéressante, qui ne donne pas envie. Et ça peut permettre de réfléchir à qu'est-ce qui fait la qualité d'une écriture, d'un texte. Qu'est-ce que c'est qu'un style original, le style d'un écrivain? Donc ça aussi, ça fait partie des éléments par lesquels on peut utiliser ChatGPT. Ça veut dire quoi, Camille? Qu'on n'a pas forcément à ce stade besoin d'une IA pour détecter les IA ou les copies rédigées à partir d'intelligence artificielle conversationnelle. Finalement, encore une fois, les profs peuvent se faire confiance directement à eux-mêmes et à leur technique pour pouvoir détecter la fraude. Parce que ce qui leur fait le plus peur dans ChatGPT, c'est l'outil massif de tricherie que ça peut représenter. Bien sûr, et c'est
cas, c'est un outil massif de tricherie, il faut le dire. Maintenant, je pense que c'est aux enseignants, et ils vont le faire, d'utiliser des outils ou pas, vous l'avez dit, je pense que beaucoup de choses peuvent se détecter aujourd'hui, en tout cas par l'humain, mais surtout de faire en sorte que les devoirs qui sont demandés ne soient plus des dissertations toutes simples. Enfin, le vrai sujet, il est là. Le cours magistral est remis en cause, au sens où un cours, juste pour donner de la théorie, par exemple, n'a plus de sens. Il faut que ce soit des monsieur profs, comme on a vu tout à l'heure, qui fassent des cours extrêmement animés et qui rajoutent de la valeur ajoutée humaine à leur cours. Et de la même manière, vous ne pouvez plus demander à un élève de faire simplement un exercice de synthèse ou même une dissertation classique. Il faut lui demander quelque chose qui lui permettent de mettre sa valeur ajoutée humaine. Et c'est sur ça que les enseignants doivent s'interroger. Les devoirs demandés ne peuvent plus être les mêmes qu'avant, ou alors il faut assumer l'usage de ChatGPT et demander à l'élève de faire avec et d'augmenter par son intelligence sa créativité, ses émotions, ce que va lui donner le texte de ChatGPT. Mais il faut faire comme si, de toute façon, l'outil était utilisé. Il faut partir de ce présupposé-là aujourd'hui. Ce que vous nous dites, finalement, c'est il faudrait qu'on envisage l'intelligence artificielle comme une aide, oui, d'abord au changement de nos méthodes, à la façon dont on peut aussi enseigner jusqu'à présent, que l'intelligence artificielle devienne finalement une vraie contribution à l'intelligence réelle. C'est ça. Et c'est toute la théorie, c'est que l'intelligence artificielle devienne simplement un ajout, un complément à l'intelligence humaine réelle. C'est comme ça qu'on va travailler à l'avenir. Et de toute façon, même si on n'a pas envie, c'est vers ça qu'on va. Donc autant en faire une force. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter, Claire Mathieu, une intelligence artificielle, encore une fois, une aide, une contribution à l'augmentation de l'intelligence réelle. Une aide, oui. Une contribution, oui. Et pour la triche, je pense qu'elle est inévitable, mais que ne peut-on pas, je sais qu'en France c'est difficile, mais ne peut-on pas demander aux élèves, aux étudiants, d'apprendre à faire une synthèse parce que c'est pour eux, c'est pour leur propre intérêt. Quand ils font une synthèse, ils apprennent quelque chose. Quand ils demandent à ChatGPT, ils font perdre du temps à tout le monde. Donc, est-ce qu'il y aurait une dimension morale, de responsabilité qui serait à transmettre? Le but, c'est pas de les noter, de leur donner une bonne note. Le but, c'est vraiment qu'ils apprennent quelque chose. Et si nos jeunes arrivaient à comprendre cela, aussi si leurs notes n'avaient pas d'impact direct sur la suite, eh bien peut-être que ça les motiverait pour faire une synthèse parce que ils ont envie d'apprendre et non pas juste pour rendre un devoir au prof qui va être généré par ChatGPT. Camille ? Oui, mais ça revient au sens aussi au goût de l'effort, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire leur donner envie de faire un travail en tout cas, ils ont le sentiment de pouvoir le faire simplement en tapant la phrase ou en donnant la consigne à l'outil. Mais ce que vous dites, c'est pourquoi aller à l'école ? Aujourd'hui, pourquoi aller à l'école ? On met les programmes, ils sont déjà sur ChatGPT, l'élève apprend tout seul. Vous voyez bien qu'en disant ça, ça n'a pas de sens. On a besoin d'un tuteur pour pouvoir apprendre. Et le sens du tuteur, c'est de donner à l'élève le sens de ce qu'il apprend. Mais c'est fondamentalement le sens du métier d'enseignant. Et je pense que ce débat va encore nous animer une bonne partie de la saison sur School TV, ChatGPT versus l'éducation. Claire, je ne peux pas vous laisser repartir de ce plateau sans vous poser une question parce que, encore une fois, vous êtes une de nos plus grandes chercheuses en matière d'algorithmes et d'intelligence artificielle, prof au Collège de France, proche aussi du Collège de France tout court, Académie des sciences. Vous avez notamment participé à la conception d'un algorithme qu'on connaît bien ici, c'est celui de Parcoursup. L'idée de départ, c'était quoi ? De se dire qu'on pourrait algorithmiser l'égalité scolaire, l'orientation, la méritocratie ? Au départ, il existait un outil qui s'appelait APB. Et puis, il y a eu des défauts qui ont été... il a été, pour ainsi dire, victime de son succès. De plus en plus d'élèves arrivent dans l'enseignement supérieur et le nombre de places étant limité, il s'est mis à y avoir des formations en tension où autrefois, normalement, ce n'était pas sélectif. Tous ceux qui voulaient y aller pouvaient y aller. Et puis, il s'est mis à y avoir trop de personnes qui voulaient suivre telle ou telle domaine d'études
pour pouvoir toutes les caser sans mettre plus de moyens, et ça, c'était pas à l'ordre du jour. Donc, comment faire pour gérer les choses plus efficacement, et en particulier, quand il y a une place libre, essayer de la donner au bon étudiant, c'est-à-dire l'étudiant qui en tirera le plus de profit. Et ça, c'est mesuré à la fois par la façon dont cet étudiant ce dossier de candidature est évalué par la formation et la façon dont cet étudiant lui-même juge la formation. Donc il y a ces évaluations croisées qu'on essaie d'utiliser pour faire un appariement, une affectation, et ça, c'est l'algorithme qui est derrière Parcoursup. Ça, c'est le pitch de départ. En tout cas, c'est celui grâce auquel vous avez travaillé pour pouvoir justement composer cet algorithme. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'algo sur lequel tout le monde doit tirer comme une ambulance. Est-ce que, concrètement, la créature a un peu dépassé le créateur? Et si vous deviez recomposer l'algorithme de Parcoursup aujourd'hui, est-ce que vous le feriez de la même façon? C'est vrai que ça arrive à un moment critique de la jeunesse. Ces jeunes qui, jusqu'à présent, étaient dans leurs écoles, leurs lycées, dans un milieu local, peut-être un petit peu protégé, du moins géographiquement limité. Et puis, d'un seul coup, ils peuvent aller n'importe où en France. Il y a ce passage brusque à l'âge adulte qui pose beaucoup de difficultés. Et Parcoursup se retrouve au cœur. Donc, Parcoursup récupère toutes les critiques. L'algorithme de Parcoursup récupère beaucoup des critiques. Qu'est-ce que je ferais différemment? Je pense qu'il y a une chose que je ferais actuellement, c'est que je suivrais une cohorte de lycéens. Je les prendrais au début de leur année de terminale et je leur demanderais tout au fil de l'année comment se passe leur orientation pour se rendre compte d'une part de la façon dont ils précisent leur choix au fil de l'année, d'autre part leur niveau d'anxiété, et d'autre part la façon dont les détails de la plateforme Parcoursup aident ou gênent le déroulé de leurs études pendant cette année-là, leur ressenti pour ainsi dire, et puis la qualité de leur choix final aussi. Et ce serait une bonne façon justement de pouvoir améliorer l'algorithme qui sous-tend cette plateforme. Merci infiniment Claire Mathieu d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du Futur. Merci à vous aussi Camille Bedin. Merci comme toujours à Guillaume Gralet. On se retrouve dès demain pour un autre épisode de l'École du Futur et puis on continuera, je pense toute l'année à parler de ChatGPT et Parcoursup.